To be live. Be starting. Et je vois You're live, donc ça veut dire que vous devriez tous m'entendre et nous voir. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui a pris en main le chat. Je vois des bonjours, je vois même un bonjour depuis l'Inde de la part de Johnny. Bonjour à tous. Est-ce que bonjour, je vois bonjour. Pascal qui dit yes, donc j'imagine que oui, ça veut dire que vous nous voyez et que vous nous entendez. Voilà, en plus, je ne vais pas dire tous les backstage parce qu'on était un peu avant, mais on a eu des petits problèmes de son. Donc là, on est content que vous nous entendiez. Voilà. Qu'est-ce que je regarde un petit peu mon script pour éviter de me perdre parce que sinon, je suis un peu bavard. Mais en tout cas, voilà, 10 sur 10 Abderrahmane, super. C'est la première fois que je viens 10 sur 10 de ma vie, je suis content. Alors, c'est parti, j'arrête de dire des bêtises. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, pour qui là, vous êtes une soixantaine, vous êtes un peu plus de 200, vous êtes inscrits, merci. C'est cool que vous ayez autant d'intérêt pour ce sujet. Donc, ce sujet-là, c'est la cybersécurité. Ça faisait un moment que je voulais faire ce sujet, donc un petit peu plus tech pour les freelances de Crème et pour toutes les personnes qui voulaient venir. Alors, je ne vais pas vous faire une intro à la Bernard de la Villardière, mais on a tous entendu parler de l'attaque de France Travail, des leaks de données liées à la sécu des JO, des ransomware dans les hôpitaux, etc. etc. Alors, je n'ai pas la liste complète de tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ceux qui, même moi, en étant en extérieur, aient entendu parler. Donc, j'imagine que vous en avez entendu parler aussi. Donc, on s'est dit que, même en parlant avec le CTO de Crème de la Crème, qu'un sujet cyber, ça pouvait être déjà d'actualité, mais aussi d'utilité publique, qu'on soit de près ou de loin lié à un ordinateur et à un système d'information de son client ou le sien. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de profils tech aussi parmi vous, donc on ne va pas faire que des choses très basiques, mais on ira certainement un peu plus loin. Ça, c'est Kevin et Dominique qui vous ont préparé un petit programme. On naviguera aussi en fonction des questions que vous allez nous poser. Donc vous irez, en fonction des questions, si elles sont plus ou moins, j'imagine, complexes, vous irez dans la complexité ou non. Donc voilà, ça c'est pour le sujet. Et pour les invités, donc je présente en premier Kevin Descoub, je te présente en premier parce que j'ai été le premier à discuter avec toi parmi vous deux, que j'ai découvert via un freelance de la communauté qui m'a parlé de toi, Kevin, sur notre Slack, qui m'a mentionné ton nom comme étant un spécialiste de la sécurité informatique. Tu es également, comme on peut le voir écrit, le fondateur de l'agence Kernel. Peut-être que tu nous en diras un petit mot, je te laisserai le présenter. Donc voilà, bienvenue Kevin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose maintenant ou tout à l'heure pendant la presse Tout à l'heure pendant la presse, okay. Tu peux continuer. Notre deuxième intervenant, Dominique Bleus, qui m'a été présenté pour le coup lui par Kevin. Donc ils se connaissent, ils sont très complémentaires. Et Dominique qui est, disons plutôt, si je reprends ce que j'ai pu lire sur toi sur Internet, qui est consultant de stratégie en stratégie de cybersécurité et transformation numérique. Voilà, bienvenue Dominique également. Je te laisserai peut-être en dire un peu plus si tu le souhaites au moment de ta présentation. Voilà, et puis enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous et spécialisé dans la création et gestion de communautés. J'organise des petits webinaires par-ci par-là aussi sur des sujets tech. Vous m'excuserez, mais moi je me mettrai un petit peu plus de côté vers l'écart parce que je suis moins calé sur tous ces sujets-là. Et puis, je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et Crème de la Crème, vous le savez évidemment, qui est la première communauté sélective de freelance en France. Et nous connectons les grandes entreprises avec une communauté de freelance certifiés. Voilà, j'ai fait mon petit speech. Il est 12h05, j'avais dit que ça me prendrait à peu près 5 minutes. Je ne suis pas mauvais. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions tout au long de la presse dans le chat que vous avez déjà pris en main. Je sais que Kevin et Dominique m'ont dit que normalement, ils allaient répondre à beaucoup de questions déjà, rien que dans tout ce qui est ça va être assez dense. Donc, on prendra plutôt les questions à la fin pour éviter qu'il y ait trop de redondance. Mais n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais les mettre de côté au fur et à mesure. Et comme ça, on y répondra à la fin. On va prendre un gros quart d'heure, 20 minutes max pour parler de tout ça à la fin. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Est-ce que j'oublie quelque chose sinon, je vous laisse prendre la main, Kevin et Dominique, pour faire votre présentation. Ça marche.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, hop, je lance la présentation. Ouais, Voilà, super. c'est parti. Donc, en quelques mots, je m'appelle Kevin, j'ai 36 ans. Je suis vraiment passionné par la cybersécurité depuis une vingtaine d'années, que j'ai découvert vraiment au départ sous forme de hobby. C'était vraiment tout ce qui était pen testing, etc., dans des labs dédiés. Et je suis fondateur de l'agence de développement web et mobile Kernel, qui existe depuis une dizaine d'années sur Tours. J'ai auparavant monté aussi une agence en Belgique, j'ai monté une start-up. Enfin voilà, je suis plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc moi, je donne également des cours de pentesting en bac+2, bac+3 depuis une dizaine d'années. Et c'est un truc qui me passionne. Et Dominique, quant à lui, est beaucoup plus sur la partie, enfin, est arrivé par le monde de la tech, mais derrière a aussi évolué vers la partie stratégie, consultance, gouvernance des données, etc. Et donc lui sera beaucoup plus calé pour vous parler de ces sujets-là. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on va se dire. Et voilà, Dominique, je te laisse présenter ça. Oui. Bonjour, déjà. Donc, dans l'idée, effectivement, on va un petit peu commencer par présenter de quoi est-ce qu'on est venu vous parler. La première chose, c'est qu'une heure, c'est vraiment très court pour un sujet comme la cyber. Donc, on va survoler beaucoup de sujets, on va amener des premiers points, mais on ne va pas aller au fond des choses, on ne va pas prendre un sujet et le mettre à fond de fond. En une heure, ça ne va pas être possible. Donc, nous, ce qu'on a essayé de prévoir, c'est de vous dire qu'une heure, c'est court, on va balayer des gros sujets. On va commencer par fixer quelques petits points. On va faire de la théorie, c'est un gros mot, mais voilà, l'idée c'est qu'on ait les mêmes mots et les mêmes définitions pour qu'on parle tous bien de la même chose. On va essayer de faire ça rapidement. Ensuite, on va parler relativement des attaquants, de leur motivation, parce que c'est pas forcément ce qu'on peut entendre dans la presse grand public ou l'idée qu'on peut s'en faire. Une fois qu'on a tout ça, en fait, on va raconter quelques histoires qui ont pu arriver récemment. On va essayer de dégager quelques informations de ces histoires. On va essayer de rendre ça un petit peu ludique, de voir ce qui peut se passer, ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va se dire c'est bien les histoires, c'est bien ce qui s'est passé, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les réponses qui sont possibles? Est-ce qu'on est tout seul? Comment est-ce qu'on avance? Tout ça, on va essayer de balayer un petit peu ces sujets-là. Et puis, on va essayer de tirer quelques grands éléments clés qu'il faudrait retenir s'il y a vraiment qu'une seule chose à retenir ou qu'une seule partie de la du webinaire à retenir, ce serait celle-là. Et puis après, on va essayer de dériver sur les différentes questions. Voilà plus ou moins pour le sommaire par où on souhaite passer. Alors, les defs, très très rapidement. Il y a énormément de vocabulaire autour de la cyber. On va parler de cybersécurité, on va parler d'infosec, on va parler de sécurité de l'information, etc. Les mots sont souvent un petit peu interchangeables. On se dit que c'est pas grave, ils sont utilisables les uns à la place des autres, sauf qu'en vrai, il y a quand même une certaine importance dans ces mots. Et en plus, les définitions vont un petit peu varier en fonction des contextes. Techniquement, si vous êtes entre techniciens et que vous dites crypté, voilà, il y a des gens qui vont saigner des oreilles, ça va très mal se passer, il ne faut pas faire ça. Si vous êtes dans le monde politique, vous dites ça, non, en fait, oui, ça va, c'est pas bien grave, on peut approximer ce genre de choses. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, les définitions ne sont pas encore les mêmes, et si vous êtes dans le monde journalistique non plus, etc. Donc, on ne va forcément pas tout détailler, on va juste, nous, essayer de définir un système d'information et ce qu'on entend par sécurité des systèmes d'information, puisque c'est un petit peu l'origine ici. Et on va se dire que, en tout cas pour le webinaire, on va garder ça comme définition pour ce qui suit. Donc un système d'information, c'est un ensemble de ressources. Des ressources, ça peut être des ressources humaines, du matériel, immatériel, etc. Donc des ressources qui ont pour but de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. Collecter, prendre de l'information, aller la chercher là où elle est disponible, la stocker, la garder en disque dur ou autre, la traiter, faire des opérations dessus, des calculs, des recherches et autres, la distribuer, pouvoir la partager à tout un chacun, un site internet, son voisin, des téléphones et autres. Par information au sens le plus large, des données clients, une news AFP, peu importe, une information. C'est un système qui est socio-technique. C'est très important. Socio, ça veut dire qu'on a de la structure organisationnelle, on a de l'humain, on a des process. Et technique, on a du hardware, on a du software et on a des télécoms. J'insiste, quand on va vous parler de cyber, on va surtout vous parler de technique en règle générale. C'est important à conserver, c'est socio-technique. Il y a de l'humain avant tout. Si ce n'était que technique, ce serait un problème d'ingénieur, un problème de R&D. Ce n'est pas le cas. C'est avant tout aussi un problème humain. Donc ça, c'est pour notre système d'information.
La sécurité de l'information, l'idée générale derrière la sécurité de l'information, ou cybersécurité, c'est préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information ou de système d'information. La confidentialité, c'est l'information est accessible uniquement à qui on veut qu'elle soit accessible. Alice envoie un message à Bob, Eve n'a pas besoin ou n'a pas la possibilité de pouvoir lire cette information. D'accord. L'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que l'information qu'on s'échange ou qu'on stocke, elle ne peut pas être modifiée par l'une ou l'autre personne. Alice envoie un message à Bob, Eve n'a pas la possibilité de modifier le message qui a été envoyé. D'accord. Et la disponibilité, c'est l'accès à cette information. Le fait que Alice envoie un message à Bob, eh ben, il faut que le réseau soit up, il faut que l'application soit disponible, etc. Donc voilà, ce sont les 3 gros critères que l'on va essayer d'aligner quand on va parler de sécurité de l'information. On parle régulièrement de triangle CIA, donc confidentiality, integrity, availability de l'information. Il y a d'autres propriétés qu'on peut aller chercher, qu'on peut souhaiter avoir quand on parle de sécurité de l'information, l'authenticité, l'accountability, donc la responsabilité, la non-répudiation, le fait que j'envoie une information, je ne peux pas dire non, je ne l'ai pas envoyée, et la reliability, donc la fiabilité de l'information, ce n'est pas une fake news, etc. Les 3 premiers sont vraiment le plus important et c'est ce qu'on va toujours rechercher quand on va parler de sécurité de l'information. Les 3 suivants, c'est un petit peu plus récent et voilà. Ça, c'est pour les définitions générales. Donc, on est sur de l'ISO 27000. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très standardisé, de très normé. Il y a beaucoup plus que ça, mais nous, pour la suite, on va conserver ça comme contexte. Ce qu'il faut garder de ce que je viens de vous dire là, c'est 1, ce n'est pas que technique, c'est aussi et surtout humain. 2, ce n'est pas qu'un truc d'informaticien, c'est important, c'est pas que lié aux ordinateurs, la sécurité de l'information, il y a des enjeux, que vous soyez comptable, que vous vendiez de la charcuterie, peu importe, vous avez de l'information, ce n'est pas qu'un truc lié aux informaticiens et à l'informatique. Donc voilà, ça c'est important à conserver. Et by the way, en passant, le terme cyber qu'on utilise partout, ça nous vient du grec, c'est Kubernetes, et ça signifie gouvernail. Quand on parle de cybersécurité, c'est assez intéressant d'imaginer ça comme un gouvernail de la sécurité. Mais sinon, de façon générale, cyber, c'est un petit peu le préfixe qu'on utilise partout pour parler de tout ce qui est enjeu numérique. Voilà, cybersécurité, cybergouvernance, cyberespionnage, c'est une surcouche au mot que l'on connaît déjà dans le contexte des enjeux numériques. Voilà un petit peu pour les différents points de définition qu'on pouvait rapidement aborder. Désolé, c'était la slide un peu technique et un peu embêtante. Ensuite, l'idée, c'est qu'est-ce qui peut nous attaquer ? Parce que l'idée, c'est très bien, très régulièrement, on va entendre ce sont les méchants chinois du FBI qui nous attaquent. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Des attaquants, donc c'est des gens qui envoient à notre système d'information, comme on l'a dit. Il n'y a pas forcément qu'un État. D'ailleurs, vous le voyez sur la liste ici, l'État, il est tout en bas. Le premier attaquant, qui est celui qui nous fait le plus peur, en règle générale, c'est le vengeur, c'est la menace interne. C'est quelqu'un qui est déjà dans notre entreprise ou qui a déjà notre confiance. C'est quelqu'un qui se dit « Ah, mon manager, je ne l'aime pas, en fait, ou je vais quitter cette société, je ne l'aime pas. Hop, je mets un petit virus avant de partir, j'ai déjà des droits, j'ai déjà tout. Voilà, je veux me venger de quelque chose. » Ensuite, il y a ce qu'on appelle le crime organisé. On va appeler ça cybercrime en règle générale. C'est ce dont on peut entendre un peu souvent dans la presse, Logbit, etc. On peut voir ça comme une mafia, mais qui s'est spécialisée dans le domaine du numérique. À savoir que les enjeux autour de la malveillance numérique, en termes de chiffre d'affaires, entre guillemets, ça se pose comme équivalent au trafic de drogue, à l'échelle mondiale, s'entend. Voilà, donc ça veut dire que ça génère énormément de revenus et pour peut-être des peines qui sont moins lourdes. Hein, il y a moins de problèmes, il y en a, hein, évidemment, c'est illégal, faites pas ça, mais il y a peut-être moins d'années de prison si vous avez déployé un ransomware que si vous avez vendu de la drogue dans la rue. Donc voilà, le crime organisé est très présent. Ensuite, dans les attaquants, on peut avoir des concurrents, suivant ce que vous faites dans la vie, suivant votre activité, suivant le domaine dans lequel vous évoluez. Un concurrent peut se dire « Ah ben tiens, je vais aller lui voler sa recherche et développement ou je vais aller empêcher son site d'e-commerce de fonctionner. » Parce que voilà, si son site d'e-commerce ne fonctionne pas, c'est sur le mien qu'on va venir à la place, etc. Donc les concurrents sont des attaquants possibles.
Ça n'existe pas que dans les mauvais films d'espionnage, c'est quelque chose de réel. Ensuite, on a les amateurs. Alors, historiquement, c'est le premier à être arrivé sur le marché de la sécurité informatique. C'est j'ai la possibilité de le faire, c'est cool, ok, j'y vais. Je n'ai pas conséquence des enjeux, je n'ai pas conséquence du côté illégal. C'est un petit peu l'adolescent à capuche qui s'embête un vendredi soir, qui n'est pas spécialement de sortie, et qui voit, ah tiens, il y a une faille, là, je pourrais l'exploiter, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Bref, on est plutôt sur de l'amateurisme, pas péjorativement parlant, mais comme étant quelqu'un qui n'a pas de but très important dans ce domaine. Ensuite, on a les activistes idéologiques. Typiquement, voilà, vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous faites vos tests sur des souris de laboratoire et vous avez des gens qui disent c'est tout à fait dégueulasse, il ne faut pas faire ça. Peu importe ce que nous on pense de cette activité, ces gens peuvent se dire je vais nuire à cette société. Parce que voilà, je considère que ce qu'elle fait, c'est pas bien, et donc je veux l'attaquer. Et c'est peut-être plus facile de s'attaquer numériquement à l'entreprise et l'empêcher d'évoluer que de s'y attaquer physiquement. Et finalement, on a les États. Les États, ils nous disent quoi? Ils nous disent très régulièrement, quand on en parle, c'est la méchante Russie, la Chine, la Corée du Nord. Très honnêtement, on peut tout aussi bien parler des États-Unis ou de la France ou de la Belgique. Voilà, tous les États en fait ont un territoire numérique sur lequel ils opèrent comme étant un théâtre sur lequel il faut se défendre et sur lequel il faut pouvoir attaquer de façon plus ou moins légale avec des attentes plus ou moins importantes. Ça existe, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas forcément la majeure partie des problèmes que l'on peut avoir à notre échelle. Alors, tous ces gens, pourquoi est-ce qu'ils voudraient attaquer numériquement, que vous soyez une petite boulangerie, que vous soyez un grand compte ou que vous soyez un autre État? Premièrement, il y a l'enrichissement financier. Si on va du côté de l'État, on a presque tous entendu parler dans la presse grand public de Lazarus. Lazarus réalise énormément de hacks dans le but de faire de l'argent qui va financer, entre autres, le régime de Corée du Nord. Parce que, voilà, on hack, on récupère de l'argent, on a un avantage financier à le faire. Le cybercrime, forcément, vous mettez des ransomware, etc. Le but est de récupérer de l'argent. Bref, c'est l'enrichissement financier, c'est assez simple à voir. L'entrave opérationnelle, j'en ai parlé très très rapidement, c'est j'empêche mon concurrent de fonctionner ou je me permets de désactiver un service parce que moi, ça va m'avantager par ailleurs. Voilà, j'empêche une société ou j'empêche une entité de fonctionner opérationnellement via cette attaque. Il y a la partie fun qui est beaucoup plus liée à l'amateur, c'est il y a une attaque d'injection SQL, je suis capable de pénétrer tel système, c'est cool, voilà, je suis en recherche de reconnaissance ou je peux me la péter, etc. On a une partie espionnage, je fais une recherche de R&D, voilà, j'arrive, et, je dis mon voisin il est en avance de 2 ans sur moi de la R&D, je vais aller espionner ce qu'il fait, donc je vais récupérer 2 ans, et puis je vais faire un peu d'entrave opérationnelle où je vais un petit peu modifier sa R&D à lui pour lui dire en fait soit tu n'as plus accès à ta R&D et moi je l'ai, donc j'avais 2 ans d'avance, tu avais 2 ans d'avance, maintenant tu les as plus et moi je les ai récupérés, voire si je suis un peu pernicieux, je vais modifier les R&D pour lui faire prendre de mauvaises tournures. Il y a la partie de prépositionnement. Le prépositionnement, on peut voir ça comme étant je vais m'attaquer à un système dans le but de pouvoir faire quelque chose plus tard sur ce système ou sur un autre système auquel il est relié. Donc là, on n'est plus sur des attaques qui vont être de crime organisé ou étatiques, qui vont être un petit peu plus longues dans le temps. Et puis après, on a de l'influence et de la déstabilisation. Typiquement, si je suis capable de m'attaquer à un organisme étatique, si je suis capable d'activer les balistes d'un bateau en haute mer, alors qu'il est déjà chargé, voilà, je suis capable de couler un bateau, donc il y a des impacts d'influence. Je peux déstabiliser un écosystème, une entreprise, un État ou un groupement d'intérêt économique. Quand on voit tout ça, en fait, on se voit qu'il y a énormément de possibilités et on peut déduire assez rapidement que la sécurité parfaite et absolue, c'est un rêve illusoire. Ça n'est pas possible. Vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas s'attaquer à tout ça en une fois avec un seul logiciel. Quand on dit c'est sécurisé, ça ne veut rien dire. C'est sécurisé par rapport à qui, par rapport à quoi, dans quel contexte. Donc quand vous entendez oui, c'est 100% sécurisé, les gars, ça doit être un gros red flag dans votre tête. Non, c'est pas vrai. On essaie de vous vendre du vent où on ne comprend pas de quoi on est en train de parler. Ensuite, suivant ce qu'on craint, qu'on soit un État ou qu'on soit une petite PME ou qu'on soit un freelance,
Il faut que l'on puisse déterminer ce que l'on craint pour pouvoir agir et pour pouvoir se sécuriser face à ce que l'on craint. Grossièrement, c'est ce qu'on appelle un modèle de menace. Voilà, on ne va pas se sécuriser de la même façon si on craint la NSA ou si on craint Jean-Louis qui veut nous attaquer. D'accord ? Voilà, il faut vraiment partir par là. Et s'il vous plaît, conservez à l'esprit qu'un outil ne sera jamais suffisant, ni même sans outil, ni même mille outils. L'humain est un enjeu extrêmement important de ce domaine. Gardez-le à l'esprit. Et quand un commercial, peu importe la société, vient vous dire avec notre logiciel 100% proof, IA, blockchain, mon cul sur la commode, vous n'avez rien à faire, on installe et ça fonctionne tout seul, gros red flag, c'est commercial, c'est pas technique. Techniquement, un outil ne fera pas tout. Il faudra toujours de l'humain, il faudra toujours un modèle de menace, il faudra toujours voir où on veut aller et qu'est-ce que l'on essaye, de quoi est-ce qu'on essaye de se protéger. Voilà plus ou moins pour l'attaquant et ce qu'on peut en déduire. De là vient un sujet, une phrase que j'aime beaucoup, une citation que vous avez déjà plus ou moins tous entendue, qui est de dire « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». J'aime beaucoup cette citation parce que en fait, elle nous permet de se rendre compte que Sun Tzu, en fait, a priori, il n'a pas vécu au XXIe siècle et que la sécurité, c'est pas un sujet du XXIe siècle, d'accord. Ça veut dire deux choses assez distinctes. La première, ça veut dire que toutes les réflexions, tout ce qu'on va mettre en place pour faire de la sécurité, ce n'est pas forcément des ingénieurs en informatique ou en cybersécurité qui vont vous les amener. Des gens font de la sûreté depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Il y a énormément à aller chercher de ce côté-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'il faut se connaître. Et s'il faut se connaître, il faut aussi et surtout se dire que je dois savoir ce que je veux défendre. Si vous voulez faire de la cybersécurité, mais que vous ne savez pas vos assets, donc vous ne connaissez pas les serveurs que vous avez, les logiciels que vous utilisez, les endroits où vous exposez vos données, est-ce que vous êtes sur le cloud ou pas, ce qu'on appelle en IT une cartographie de notre système d'information. Si vous n'avez pas ces bases-là, qui ne sont pas de la cyber, qui sont de l'informatique à proprement parler, vous ne pouvez pas faire de cyber ou vous allez très mal faire de la cyber. Vous allez dépenser énormément de ressources financières et humaines, vous allez payer des consultants des fortunes dont vous n'allez pas forcément être content parce qu'en fait, vous n'avez simplement pas les bases. Pour pouvoir faire de la cyber, pour pouvoir se protéger, il faut se connaître. Il faut savoir auprès de quoi on veut se protéger, certes, mais il faut savoir ce qu'on veut protéger. C'est super important. Je vais faire un tout petit exemple pour revenir sur le fait que la cyber, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. La sécurité, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. On a tous plus ou moins entendu parler des attaques DDoS, qui consistent en gros à faire des demandes de ressources à votre système d'information et d'en faire de plus en plus jusqu'à ce que le système ne soit plus utilisable et que les demandes légitimes ne soient plus atteignables. En gros, on va saturer votre système pour qu'il soit plus utilisable. On a documenté avant Internet le fait que par le passé, on communiquait par téléphone. Les plus vieux d'entre nous se rappellent que le téléphone, il n'était pas portable, c'était pas un smartphone, il était dans une pièce et il y avait une ligne téléphonique avec un câble, très clairement. Et le système était fait de telle sorte que si vous ne raccrochiez pas des deux côtés du cabinet, en fait, la ligne n'était pas réutilisable. Et ce qu'on faisait, je crois que de mémoire c'est en Sicile, mais ce serait à préciser, c'est on appelle une société, on se dit tiens, cette société-là, elle utilise le téléphone pour fonctionner, elle a 30 lignes, je vais appeler 29 fois, je vais dire bonjour, salut, ça va, désolé, je me suis trompé, la personne va raccrocher, mais moi je ne vais pas raccrocher, et la 30e fois, je vais appeler, je vais dire bonjour, vous êtes une société, vous avez besoin de votre téléphone pour vendre, pour faire votre vie, pour gagner de l'argent, j'occupe vos 30 lignes, payez-moi autant, sinon on ne raccrochera pas. Si vous payez, on raccrochera et vos systèmes téléphoniques seront à nouveau utilisables. Et bien ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de cyber, il n'y avait rien de tout ça. Pourtant, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le DDoS et même de loin le ransomware. On vous bloque votre système, on vous demande de payer une rançon. Bref, 1. Sachez ce que vous voulez défendre. 2. Comprenez que la cyber, c'est quelque chose... c'est un nouveau terrain sur lequel on applique des choses qui existaient déjà par le passé. Et rapprochez-vous peut-être du domaine de la sûreté. Voilà. La sûreté, c'est un petit peu de la cybersécurité dans un autre domaine que le numérique. D'ailleurs, cybersécurité devrait s'appeler cybersureté. C'est juste que cybersecurity est un faux ami. Voilà pour ce que je pouvais vous en dire sur connaître ton ennemi et connaître toi-même. Merci Dominique pour tout ça. Du coup, je vais enchaîner en vous racontant quelques histoires, donc des histoires récentes dont vous avez entendu parler,
et puis une histoire personnelle aussi, dont vous avez peut-être pas entendu parler du coup. Donc là, très récemment, c'est-à-dire en mars 2024, on apprend que, France Travail, a été la cible d'un hack, assez important. On estime le volume de données, sur donc 43 millions de personnes sur les 20 dernières années. Hem, donc c'est énorme et dans un premier temps, évidemment, ça fait la une des journaux, en plus, il y a des politiques qui se défendent plus ou moins habilement, pour dire qu'ils sont fautifs ou pas et cetera et donc là, on se dit tout de suite: «Mais là, c'est facile, c'est Paris 2024, c'est les JO, c'est les Russes, quoi. Ils sont en pleine déstabilisation et voilà, quoi». Donc bah, pas du tout, en fait, les personnes ont été arrêtées. Ce sont donc 2 frères de 23 et 24 ans qui habitent à Valence et un étudiant de Grenoble. Ils sont présumés innocents, mais a priori, il y a des bonnes charges quand même qui pèsent contre eux. Comme je l'ai dit dans le chat, hein, on vous donnera les slides à la fin et donc les petites sources là, 1, 2, 3, 4, 5 seront cliquables, avec les explications. Donc, ce qui est intéressant un petit peu, c'est de savoir par où ils sont passés. Dominique l'a répété à plusieurs reprises, mais tout est une affaire d'humain. Et l'humain est hyper important là-dedans. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, le vecteur d'entrée principal, ça a été le social engineering. À savoir que les gars ont utilisé une application qui s'appelle OnOff, qui est sortie il y a une dizaine d'années. C'est globalement de la SIM virtuelle avant l'heure. Ça permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur son téléphone. Et donc, ils ont pu, comme ça, faire des appels, entre guillemets, un peu anonymes. Et ils ont appelé des gens de Cap Emploi, je pense, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un prestataire de France Travail ou complémentaires quoi et ils les ont appelés, ils se sont fait passer pour des techniciens, d'assistance et qui avaient perdu leurs accès. Ils ont demandé si c'était possible de ravoir des nouveaux accès, de retrouver de redonner un nouveau mot de passe ou un truc comme ça et ils l'ont obtenu. Vous vous dites certainement que c'est qui les demeurés qui font ça? Beh, c'est beaucoup de gens. Il y avait une vidéo dans un talk show américain où, hem, quelqu'un se baladait dans la rue, un journaliste se baladait dans la rue, il disait genre: «Est-ce que vous êtes conscient que les mots de passe doivent être sécurisés?» tout ça. «Oui, oui, oui. Et vous, par exemple, votre mot de passe, c'est quoi?» Comme ça, sans me le dire, mais bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est genre, le nom de votre chien et du coup, votre année de naissance? Ah d'accord, très bien. Et donc vous avez quel âge vous? Le gars dit 30 ans. Bah, déjà, voilà, l'année de naissance, on l'a. Puis ensuite, il dit: «Ah et donc votre chien, c'est quoi comme race?» «Un épagneul». «Ah super, il s'appelle comment?» «Milou». Et bah, voilà, le gars vient de donner son mot de passe en live à la télé et les gens refont l'expérience 10 fois et ça marche 10 fois. Alors évidemment, normalement, les évolutions aujourd'hui de la sécurité et cetera font qu'on est plus sensible à ça, mais ça existe. Donc le social engineering, la partie humaine, ça existe. Ensuite, pour la partie technique, on pense, en tout cas, il y a un vecteur, il y a des gens qui avaient déjà trouvé que France Travail était, sensible à une faille qui est la faille Log4j. Donc Log4j, c'est une brique applicative qui sert à gérer des journaux, de l'historisation. Et il y a eu une faille 0day qui est sortie fin 2021 ou début 2022, je sais plus, et qui permet de faire ce qu'on appelle une RCE, donc Remote Command Execution, ce qui veut dire que c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes. Log4j est utilisé dans énormément, de logiciels. Si on prend des choses très connues, très grand public, par exemple, le Minecraft Java Edition utilisait Log4j, il y a encore, pas si longtemps. Donc voilà, ça donne un périmètre d'attaque avec des failles comme ça qui sont énormes et en fait, il faut savoir en combien de temps ce sera patché. Si vous avez en mémoire la petite faille, Heartbleed, donc à savoir, OpenSSL qui s'est retrouvé faillible, des années après, on trouve encore des choses qui ne sont pas patchées. Et donc ici quand même se dire que, en face, on n'est pas sur un État, on n'est pas sur, un service de renseignement encore, on est sur des petits jeunes un peu passionnés et qui ont réussi à faire ça plus ou moins de manière amateur. Autre chose, il faut retenir aussi ce qu'on en a entendu dans la presse et ce qui a été réellement, exfiltré comme data. A priori, les gars avaient choisi comme stratégie d'exfiltrer les datas assez, doucement pour pas se faire repérer. Donc ils ont en fait exfiltré que 3 pardon, 1,5 million je crois, 3 à peu près des 43 millions de personnes et également, il est fort probable qu'il n'ait jamais eu accès à l'ensemble de la data, mais seulement à travers des recherches. Donc en fait, ils étaient obligés de mettre des mots-clés de recherche pour trouver un certain set de data, l'exfiltrer, puis une autre recherche, et cetera. Donc pas sûr qu'ils auraient eu accès à toute la data. Mais voilà, si on doit en retenir quelque chose, 1, c'est pas des professionnels, 2, l'humain a joué sur énormément de choses dans cette histoire. Heu Histoire suivante, qui date aussi du mois dernier. Vous avez peut-être entendu parler du projet XZ et donc de ce qu'on appelle la lib LZMA, qui est une librairie de compression,
qui est utilisée dans tout un tas de projets open source. Voilà, c'est une librairie open source et elle est utilisée dans plein de projets open source. Un contributeur qui était là depuis plusieurs années, qui contribuait de manière régulière au projet, a un jour décidé de mettre des choses malveillantes. Donc sur un repository open source, il a décidé de rajouter certaines conditions qui font que dans certains cas très précis, ça allait être une version faillible de la librairie qui allait être déployée. Certaines conditions, il y a vraiment eu une grosse affaire de dissimulation puisque le but, c'était, de ne pas se faire repérer. Donc, par exemple, tout ce qui était, pipeline de CI/CD, de toute façon, ça ne servait à rien, donc on ne met pas la faille dedans. Si ce sont des serveurs qui sont monitorés, on ne met pas dedans. Pour l'instant, même la librairie était restée que sur des versions unstable, et pas sur les versions stables des distributions. Mais on ne sait pas où est-ce que ça aurait pu aller. Donc on estime aujourd'hui qu'il y a eu uniquement environ 21 000 téléchargements de cette version, faillible. Ça réduit un peu le scope. Autre chose par rapport à ça, c'est comment est-ce que ça a pu être découvert, cette faille. C'est un développeur de PostgreSQL qui du coup rentrait dans les conditions qui faisaient qu'il avait la version faillible de cet outil et qui du coup trouvait que ses connexions SSH étaient très lentes et plus lentes que d'habitude. Et donc il a fouillé, et notamment grâce au monde de l'open source, ce qui fait qu'il a pu avoir accès exactement au code, à l'historique, etc. Il a pu trouver à partir de quand, qu'est-ce qui a été ajouté, comment, par qui, etc. grâce à la lisibilité offerte par l'open source. Deuxième exemple sur l'open source, en 2022, il y a l'auteur de plusieurs librairies JavaScript qui étaient donc sur NPM.js, notamment la libcolors et la libfaker. Faut voir que ça représente à L2 environ 20 millions de téléchargements par semaine. Alors, ça vous paraît énorme, mais pour ceux qui ont l'habitude en développement d'utiliser des pipelines de CI/CD, vous savez que parfois en une journée, vous pouvez retélécharger la même librairie 20 fois, ça arrive. Mais quand même des librairies très utilisées. Et du jour au lendemain, le gars en a eu marre, il maintenait ça de manière bénévole, sans gagner d'argent, et ça lui prenait beaucoup de temps, et il en a eu marre, et il a complètement fermé les repositories. Du coup, du jour au lendemain, des millions de projets qui dépendent de ces librairies se mettent à casser complètement et il faut trouver des solutions en urgence. Nous, à l'agence Kernel, on a eu cette problématique et il a fallu très vite trouver, déjà comprendre pourquoi toutes les pipelines de tous les projets pétaient en même temps, sans comprendre pourquoi, et trouver comment faire pour réparer ça. Du coup, par rapport à la petite image que vous avez sur la gauche, c'est très représentatif. Si vous avez une super application, super bien conçue, avec énormément de features, énormément de choses, etc., mais qu'à un moment ou à un autre, elle repose sur une petite librairie un peu inconnue et qu'à tout moment, qui peut s'arrêter à tout moment ou autre, tout peut se casser la figure très rapidement. Ça, c'était des exemples pour les projets open source, mais je vais laisser Dominique donner quelques autres exemples sur du closed source. Alors effectivement, ici, en écoutant ce que Kevin vient de dire, on pourrait assez justement se dire, en fait, l'open source, c'est pas si bien que ça, quoi. Regardez, il y a des histoires qui arrivent plus ou moins régulièrement. Dans le chat, on est en train d'écrire que oui, ça a pu arriver aussi avec PHP sur un contributeur, etc. Ouais, l'open source, ça permet des choses vraiment pas cool, quoi. Tout le monde peut modifier, c'est pas... Voilà. C'est un sujet que j'ai traité dans une conférence en 2011. Et en fait, les choses n'ont pas vraiment changé depuis. L'open source permet de faire ça parce que on a accès, on peut chercher, on peut regarder et on peut voir que des modifications se font. On peut se dire, tiens, c'est pas normal. Bref, on a accès à de l'information, on peut l'analyser et donc on peut déduire si ça fonctionne bien ou pas. Je vais vous donner 3 exemples où on est sur de la technologie propriétaire, donc closed source, où en fait on a dû attendre d'avoir des leaks, on a dû attendre d'avoir des choses qui n'étaient pas censées arriver pour pouvoir comprendre ce qui avait pu se passer. Le premier, c'est l'entreprise RSA. Donc l'entreprise RSA, c'est RSA Security de mémoire. En fait, c'est une société qui délivre et qui vend des logiciels de chiffrement ou des prestations autour du chiffrement. L'idée, c'est de dire, voilà, utilisez notre algorithme, utilisez notre logiciel, utilisez notre hardware, et vous allez pouvoir chiffrer de l'information. De l'autre côté, la personne va utiliser le même et va pouvoir déchiffrer. En fait, on s'est rendu compte que la NSA aurait
probablement payer 10 millions de dollars afin de pouvoir insérer une backdoor dans ces algorithmes de chiffrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, le chiffrement fonctionne très bien. On n'est pas capable de voir qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe. Mais en fait, la NSA a pu avoir, en mettant, je ne sais pas moi, par exemple, des constantes mathématiques, en choisissant des chiffres assez précis, etc., a pu avoir accès à un petit peu plus d'informations que nécessaire pour pouvoir casser du chiffrement qui était réputé incassable, et donc pour pouvoir accéder à de l'information auquel elle n'était pas censée pouvoir accéder. Les sources étant pas ouvertes, ce n'est pas visible. Un contributeur de chez Oracle ne peut pas se dire « Tiens, mon chiffrement prend un petit peu plus longtemps à se faire, je veux savoir pourquoi ». On n'a pas accès à ça, en fait. Et si je vous en parle aujourd'hui, encore une fois, on vous met des liens qui sont partageables dans les slides. Hein, on n'est pas sur une théorie du complot ou autre. Ce qui est donné ici est documenté. En fait, on a accès à ces informations que parce qu'on a des archives qui, après 50 ans aux États-Unis, redeviennent publiques, ou parce qu'un email qui a fuité par ailleurs a laissé penser que, bref, on découvre cela par inadvertance. Là où, dans l'open source, en fait, tout un chacun peut se permettre d'aller regarder. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, ça veut dire que tout le monde a la capacité de le faire. Deuxième exemple, l'entreprise CryptoAG, qui est une société suisse qui, elle, fournit essentiellement du hardware de chiffrement. Cette société a fonctionné et a très bien fonctionné pendant quelques années, sauf qu'elle a été approchée par l'agence de renseignement allemande et par la CIA. Pour pouvoir, pareil, introduire au fur et à mesure des backdoors, donc petit à petit prendre le contrôle de la société qui est située en Suisse. La Suisse, elle est neutre, la Suisse, elle est pro-liberté d'expression, elle respecte beaucoup la confidentialité, il y a une forte image associée à la Suisse. La société est suisse, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Allemagne ou avec les États-Unis, bref, ça joue d'une assez bonne réputation. Eh bien, en fait, petit à petit, des backdoors ont été introduits dans les produits ont été un petit peu moins performants que ce qu'il aurait dû être, etc. Et on se rend compte que des produits ont été vendus un petit peu plus, de façon moins chère, de façon plus sympa, à des ennemis ou à des personnes dont l'Allemagne et les États-Unis voulaient connaître les échanges, en fait. Pareil, c'est une histoire qui est assez bien documentée. Dans le lien qu'on vous donnera, il y a notamment une vidéo YouTube qui explique l'histoire en long, en large, en travers et bien documentée. C'est assez passionnant, je vous recommande d'aller la regarder si ça vous intéresse. Un troisième sujet très rapide, SolarWind. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est arrivé jusqu'à la presse grand public. C'est un logiciel closed source, donc non open source, pas libre non plus, qui est utilisé par énormément d'entreprises, notamment américaines, et par extrêmement beaucoup de grands comptes, que ce soit des agences de justice, agences de défense, Microsoft, Cisco et autres, donc du public et du privé. Et en fait, cette société, ce produit a eu une grosse faille de sécurité qui n'a pas été connue, encore une fois, qui a pris un peu de temps à être patché, mais par lesquels énormément d'attaquants ont pu passer pour rebondir chez Microsoft, rebondir chez Cisco, rebondir dans des services étatiques, départements de justice, de défense, etc. Pareil, logiciel non open source, il faut beaucoup de temps pour que ça arrive, et si la presse ne s'empare pas du sujet ou s'il n'y a pas un buzz qui se fait autour du sujet, en fait, on n'est quasiment jamais au courant. Donc, statistiquement, c'est normal qu'on voit beaucoup plus d'affaires liées à de l'open source et à du logiciel libre avec des failles de sécurité parce qu'on a accès, on peut voir et on peut enquêter, là où on est davantage dans le secret pour du closed source. Mais toujours statistiquement, ce n'est pas parce qu'on est open source ou closed source qu'on est plus ou moins sécure. Tout logiciel non trivial a des failles de sécurité. Par définition, c'est à retenir. Autant dans le open source que dans le closed source. S'il vous plaît, faites pas d'amalgame entre les deux. Si on en parle plus du logiciel libre et de l'open source, c'est simplement parce qu'on a plus d'accès et que tout un chacun peut faire plus de vérification. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Merci Dominique. Du coup, dernière chose, concernant le projet XZ avec la lib LZMA. Pour l'instant, l'auteur, on se dit donc que c'est un contributeur open source. C'est quand même un mec qui a été vachement déterminé pour maintenir un projet pendant plusieurs années, je crois que c'est plus de 2 ans.
et bénévolement, et pour ensuite faire quelque chose comme ça et de manière très professionnelle parce qu'il a pris énormément de précautions pour se dissimuler, etc. Donc, est-ce que derrière ce contributeur open source, il y a un gouvernement ou il y a une entreprise privée ou autre? On ne sait pas. Mais en tout cas, si le développeur de chez Postgre l'avait pas trouvé, peut-être que plus tard, cette faille aurait encore été améliorée, encore plus dissimulée, et cette fois partie sur le marché du grand public à très grosse échelle. Et là, ça aurait pu être vraiment très très grave. Du coup, dernier exemple, qui cette fois est une histoire personnelle. Le petit lien source là, c'est un thread Twitter que j'ai fait qui détaille cette histoire qui m'est arrivée. Donc en mars 2021, je pense c'est mars ou avril d'ailleurs, je sais plus, mais bref, je décide de vendre mon téléphone sur Le Bon Coin. Et comme je suis pas friand des arnaques, je dis aux gens qu'il n'y a pas de paiement par chèque, il n'y a pas de paiement par Western Union, je sais pas quoi, c'est en cash. Et c'est remise en main propre, pareil, j'ai pas envie d'avoir non mais j'ai pas reçu le colis ou il était abîmé, etc. Donc remise en main propre. Ok. Un gars me contacte, le prix lui va, il me dit est-ce que ça dérange par contre si je paye par virement? Parce qu'en fait, c'est ma mère qui va le payer, mais je vais venir le chercher directement chez toi. A priori, pas de souci. Donc, je lui donne mon RIB et c'est parti. Et puis, plus de nouvelles du gars et l'échange ne se fait pas. Et puis 8 jours après, j'ai un prélèvement, sur mon compte de 150 € de la part de Bouygues Télécom. Sachant que j'ai jamais été chez Bouygues Télécom et que, sur ce compte bancaire-là, qui était entre guillemets «un compte secondaire», j'avais, 3 personnes, 3 amis, qui avaient mon RIB quoi et ce gars. Du coup, j'appelle Bouygues Télécom, j'essaie d'avoir les infos, ils ne veulent pas me donner les infos, c'est confidentiel, je peux pas savoir qui est à l'origine de ce prélèvement. Je vais porter plainte à la police. On me dit que et donc entre temps, je fais une demande de remboursement sur ma banque. Donc on me dit que vu que j'ai été remboursé, il y a pas de préjudice, donc je peux pas porter plainte. Très bien. Donc je préviens la police que la personne, je vais la retrouver parce que c'est un peu mon métier, la sécurité, donc je vais retrouver la personne et que je vais m'occuper moi-même de régler mes comptes. Ce à quoi le policier me dit: «OK, go, je comprends». D'accord, bon. Du coup, je fais mes recherches, je retrouve, et je l'appelle et je lui dis: «Je sais que c'est toi» et cetera. Il me dit: «Non, je comprends pas, ça doit être une erreur», tout ça. Bon, il me rappelle le lendemain, il me renvoie un message le lendemain pour me dire qu'il est allé porter plainte contre moi pour usurpation d'identité et que j'aurais soi-disant ouvert une ligne téléphonique à son nom, ce qui est tout à fait lunaire. Donc je retourne porter plainte, cette fois à la gendarmerie et les prélèvements continuent. Globalement, les prélèvements ont continué sur une période, d'1 an à peu près, peut-être un petit peu moins, pour un montant total de 35 000 €. Donc ça a été complètement fou. J'allais à la police, enfin à la gendarmerie qui ont bien voulu prendre ma plainte à peu près, tous les 15 jours, avec des fois des choses lunaires du genre, le gendarme qui me demande à combien on en est en termes de volume. Je lui dis: «Bah là, on doit en être à peu près à 5 000 €». Il me dit: «Non, non, c'est pas possible». Je dis: «Bah si, si, je sais bien, il y a au moins 5 000 € là». Et il me dit: «Non, mais là, je viens de recevoir les réquisitions de Canal+, il a acheté pour 12 000 € de films en VOD». Donc bref, des choses lunaires comme ça. J'ai été remboursé de tout. Et c'est allé, jusqu'au procès puisque la personne a été identifiée très rapidement et cetera, hein. Et donc ça est passé, en procès, le 20 avril, 2023. C'était mon anniversaire, c'est tombé le jour de mon anniversaire, c'était un beau cadeau. Et du coup, le gars en question est en fait très habitué des faits, ça fait 10 ans qu'il fait ce genre de choses-là. Arnaques diverses et variées, un problème psychologique, hein, quand même. La personne est sous curatelle, a déjà été, jugée, condamnée, emprisonnée et cetera. Bref, du coup condamné à 2 000 € de dédommagement, et voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Le gars, c'est pas un génie, c'est pas un informaticien. C'est juste un gars qui a regardé où étaient les faiblesses et où étaient les failles. Lui notamment, il s'est dit un truc, il s'est dit: «Je vole un RIB, je le mets sur mes impôts. Je demande aux impôts de me faire un prélèvement volontaire de beaucoup d'impôts, genre je sais que je vais gagner beaucoup cette année, donc prenez-moi un acompte important». Puis il remet son RIB à lui et il dit: «En fait, je voudrais régulariser la situation». C'est vachement intelligent quand même. Et pourtant, il n'y a pas du tout de choses techniques là-dedans. Et bon, il s'avère que ça marche pas puisque les impôts, remboursent sur le moyen de prélèvement par défaut. Mais voilà, il faut voir aussi les failles humaines. Par exemple, le gars a imprimé mon RIB, a mis du blanco sur mon nom, a écrit son nom au stylo et est allé apporter ça pour, payer son loyer. Et l'agence a accepté, avec un RIB écrit à la main.
Donc, c'est complètement fou. Je vous invite à lire le thread, vous verrez, c'est assez dingue, les différents rebondissements de cette histoire, mais on s'est bien marré quand même. Au final, il n'y a pas eu trop de casse, donc on s'est bien marré. Et donc tout ça, ces différentes attaques et fuites de données, et cetera, à quoi est-ce qu'elles peuvent bien servir? Qui s'en sert? Quel est le but? Et là, on va juste se projeter un peu, s'imaginer à quoi ça peut servir. On n'a pas forcément de preuves sur tout ça, on a des choses qu'on voit passer. Typiquement, les data leaks, et ils sont des choses qui peuvent être retrouvées en vente sur le darknet ou pas, sur des canaux privés type Telegram, Signal, et cetera. Donc il y a bien tout un marché parallèle qui gère tout ça. On pense notamment ces data leaks, qui servent à alimenter évidemment les bases de données commerciales, spam, et cetera. Donc là, bah, c'est pas dur, hein, je vends, des appareils auditifs, j'ai récupéré un data leaks avec l'âge des personnes, toutes les personnes au-dessus de 60 ans, j'envoie un SMS, voilà, profiter d'une réduction, je sais pas quoi, donc du spam, assez classique, comme on en reçoit tous. Des arnaques, donc des arnaques de phishing. J'ai vu que certains disaient avoir reçu, par exemple, des SMS ou des emails par rapport au leak de France Travail. Clairement, à partir du moment où on a des informations sur vous, on peut aller plus loin. Vous recevez un email avec bonjour, il y a le prince de je ne sais quel pays qui est coincé et qui a besoin d'1 million de dollars, mais si vous, il a 1 million de dollars en banque, mais si vous lui donnez 100 euros, alors il pourra vous les donner, tout ça, machin. Vous y croyez pas trop. Par contre, quand vous recevez un email bien brandé avec votre nom, votre prénom, et plusieurs informations comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, dernier cas, l'enregistrement de data, pardon, et les renseignements, qu'ils soient privés ou publics. On pense notamment à tout le monde des détectives privés, par exemple, et aussi le monde du renseignement, professionnel, les agences de renseignement, de quelque pays qu'elles soient. Évidemment, toutes les datas qu'elles peuvent s'approprier, bah, ça fait de l'info en plus pour elles. Donc, c'est forcément ça vaut de l'argent. C'est clairement une grande source de richesse. Concernant d'ailleurs, les arnaques, le phishing, est-ce que tu peux nous raconter ta dernière petite expérience, Dominique? C'est bon, Hop, tu entends? excusez-moi, j'avais mis le micro en mute. Donc en fait, vous faites ça dans beaucoup de sociétés. L'idée, c'est que vous envoyez en tant que représentant sécurité, cybersécurité de votre société, on fait des campagnes de phishing. Ça veut dire qu'on vous envoie un email. Dans cet email, on vous promet quelque chose. Et quand on vous promet quelque chose, en fait, on regarde qui a cliqué sur l'email, qui a donné son login, mot de passe, bref. C'est une campagne de prévention que l'on peut faire assez aisément. À savoir que les employés sont prévenus, ça se fait quasiment tous les mois, enfin beaucoup de sociétés font ça. Il y a de la prévention en amont. Bref, c'est très très encadré. Et en règle générale, on va dire qu'une société, enfin dans les tests que je peux faire et dans les retours que j'ai des copains qui en font aussi, sur une PME à plus de 50 personnes, on va arriver pour les bons élèves à plus ou moins 5% des personnes qui arrivent encore à cliquer et qui arrivent à se faire avoir. Sauf que, vous savez, on est dans les JO. Actuellement, les JO arrivent, etc. Et un copain lillois, bonjour à lui si il écoute ou s'il voit le replay, a fait une tentative assez sympa en se basant sur les JO que j'ai réutilisée et que j'ai reprise par la suite, où l'idée est assez simple. On envoie un mail à toute la société en disant « Salut, votre société a été sélectionnée par le comité olympique pour recevoir des places gratuites pour participer à des épreuves des JO. Voici le lien sur lequel vous pouvez vous enregistrer pour recevoir votre place. Vous devez vous connecter avec votre compte d'entreprise puisque c'est votre entreprise qui a été sélectionnée. Et afin d'être le plus fair possible, premier arrivé, premier servi, il n'y en aura pas pour tout le monde. Let's go. L'adresse est un nom de domaine absolument random, Jeux Olympiques Paris 2024, peu importe, un truc qui a été créé spécialement pour l'occasion. Et on arrive simplement sur une page, oui, bonjour, veuillez mettre votre login et mot de passe de compte d'entreprise. Voilà. Et bien, il se trouve que sur 24 heures de campagne,
Alors, le copain en question sur l'île, il était sur une histoire de 12% de personnes qui avaient non seulement cliqué sur le lien, mais aussi enregistré son login mot de passe. Et dans les 2 boîtes dans lesquelles j'ai pu refaire ce test, on a à chaque fois été au-dessus de 12%. Sur une semaine, j'ai atteint la modique somme de 21%. 21% des personnes, donc une personne sur 5, a cliqué et a enregistré son login et mot de passe. Il ne faut pas croire qu'une personne sur 5 dans la vie est totalement stupide ou autre. Il faut bien comprendre que le social engineering, on joue sur des biais psychologiques, on joue sur l'urgence, on joue sur un contexte. C'est pas, si vous avez cliqué, vous n'êtes pas con en fait. C'est-à-dire qu'on a joué avec la façon dont le cerveau fonctionne, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de remonter. Il faut vraiment faire esprit de corps sur ce genre de choses et ne pas se sentir bête et se sentir con. Voilà, c'est assez important pour moi de mettre ça en œuvre. Alors ensuite, c'est très bien parce que on a parlé de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça en fait? Parce que si très rapidement on résume, on vous a parlé de social engineering, donc de compétences non techniques où des gens viennent et profitent de failles dites humaines. On vous a parlé des problèmes d'attribution, c'est pas forcément les grands méchants russes, etc. On vous a parlé de data leak, on va prendre des informations, on va les récupérer, on va les utiliser, on va peut-être même bien les diffuser. On a parlé d'exploits techniques, c'est-à-dire il y a des failles de sécurité, elles ne sont pas forcément patchées, ce genre de choses. Voilà. On vous a parlé de parties qui sont absolument pas tech. Le fait d'utiliser un RIB, l'informatique est utilisée en amont, mais voilà, il y a pas de, voilà, il faut pas des compétences informatiques, il faut pas être un grand hacker, etc. On vous a parlé un peu d'une partie légale. Bref, tout ça, c'est vraiment, il y a de quoi faire. On vous a parlé de spam, on vous a parlé de scam, on vous a parlé un peu de phishing, des informations qui se trouvent publiquement. Bref, c'est énorme, on n'a fait que balayer des sujets. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Il y a 2 énormes approches qui existent. La première, c'est de l'approche purement technique produit. À gauche sur la slide, c'est OK, il y a des attaques de phishing, on va mettre un anti-phishing. Il y a des attaques de virus, on va mettre un antivirus. Il y a des attaques de ceci, on va mettre un anti-cela. Bref, un problème, une solution purement technique. Et on va prendre des ingénieurs, on va prendre des licences, etc. Et de l'autre côté, on a une approche qui est plus GRC, donc GRC pour Governance Risk Compliance. C'est un petit peu plus stratégique, c'est un petit peu plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on va faire des rapports, on va faire des audits, on va faire des analyses de risques, on va mettre en place des systèmes qui disent « Ah oui, mais ça, c'est une chance sur 10 000 d'arriver, et si ça arrive, en fait, ça ne nous coûte pas trop cher, donc c'est pas grave, on prend le risque, etc. » C'est ce qu'on appelle une approche plus GRC. La vertu est le juste milieu entre 2 vices d'Aristote, qui m'a été soufflé par Kevin environ 10 minutes avant de commencer cette conf. Je trouve cette phrase un petit peu trollesque, mais absolument parfaite. C'est-à-dire que si vous allez dans le full technique, ça va très mal se passer. Parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100% possible, que ça va coûter très cher, que ça va demander de la spécialisation dans tous les sens. Bref, ça ne va pas marcher. Si vous allez dans le full GRC, en fait, ça ne va pas marcher non plus parce que vous avez fait une analyse de risque, vous avez estimé au doigt mouillé que ça avait une chance sur 10 millions d'arriver et que ça aurait un impact de 1. Et en fait, non, il y a quelqu'un qui a trouvé une autre façon de voir les choses et qui a trouvé un autre point que vous n'aviez pas pris en compte, etc. Bref, ça ne va pas marcher. Il faut un juste milieu entre les deux dans tous les cas. Il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas avoir une chapelle, il ne faut pas dire « moi je suis 100% tech, de toute façon il faut tout patcher, être à jour partout ». Il faut être très humble, la sécurité, ce ne sera jamais à 100% sûr. Il ne faut pas non plus se dire on va faire que de l'analyse de risque parce que en fait l'analyse de risque ou même la GRC de façon générale, on se base sur des chiffres qui ne sont pas exacts, on se base sur des estimations, bref, ça ne sera jamais 100%. Il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans les deux. Et encore une fois, il faut son propre modèle de menace. Il faut se dire, c'est contre ça que je veux me défendre, c'est ça mes moyens, c'est ça que je peux perdre. Et donc, c'est ça que je vais mettre en place, oui. Mais il ne faut pas non plus oublier une hygiène numérique de base. Et il faut rester un peu smart avec soi-même
Et surtout, il faut se rappeler qu'on est en train de parler d'attaques futures et que chez tout le monde, la boule de cristal est cassée. On ne peut pas prédire ce qui va se passer demain. Donc, il y a moyen qu'on se fasse taper demain, il y a moyen qu'on se fasse hacker demain, peu importe ce qu'on a mis en place. Le but du jeu, c'est d'avoir fait ce qu'on peut avec nos moyens pour se protéger. Mais en aucun cas se sentir 100% sécure ou aller dans une seule crèmerie ou se dire « moi j'ai ça, donc c'est bon ». La sécurité informatique, c'est un process, il n'y a jamais de fin, on va toujours la retravailler, il faut la garder dans un coin de sa tête tout au long de son activité ou tout au long de sa vie personnelle parce qu'on utilise du numérique. Ça, c'est pour les deux grandes approches de qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus pratico-pratique, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il existe, peut-être que vous êtes boulanger, peut-être que vous êtes graphiste, peut-être que vous êtes auditeur en comptabilité, peu importe. La sécu informatique, ce n'est pas forcément votre domaine d'expertise à vous, en fait. Il n'y a pas de raison que vous repreniez 5 années d'études en ingénieur en informatique, puis 2 années de spécialisation en cyber, et puis encore toute une série de certifications dans tous les sens. Vous n'êtes pas seul, il y a tout un écosystème. Dans cet écosystème, on a les CERT. Les CERT, ce sont des agences privées et ou publiques qui ont vraiment pour but de récolter tout un ensemble d'informations, de diffuser des problématiques de cybersécurité auxquelles on peut remonter des choses. Enfin, il y a tout un écosystème qui permet de travailler sur une partie cybersécurité. En France, vous avez l'ANSSI, qui est l'agence nationale, bon, je n'aurai pas l'acronyme complet, mais en gros, qui fait de la cybersécurité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Ils font un excellent boulot. Voilà. C'est-à-dire que pour tout, que vous soyez débutant, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une grosse entreprise, etc., ils ont des informations pour vous. D'ailleurs, c'est dans les liens sur lesquels je vais revenir un peu plus bas. L'ENISA, c'est l'agence européenne, donc c'est l'équivalent de l'ANSSI à un niveau européen. Le CCB, c'est pour une partie un petit peu plus belge. Donc là, on est vraiment sur des instances, on va dire, étatiques, ou en tout cas publiques, qui vont vous accompagner, qui vont proposer tout un tas de services gratuits pour vous accompagner, pour vous aider à faire monter votre cybersécurité. En France, vous avez une association qui est le PLUSIF. Donc là, on est dans de l'ASSOS type loi 1900. Pareil, il va y avoir des accompagnements, on va avoir des choses qui vont se mettre en place et des propositions qui vont être faites. Si vous voulez vous former sur de la sécu, que ce soit technique ou moins technique, vous avez HS2, les Sense Institute, Hack the Box, Trayacme, bref, vous avez toute une série. On est dans du privé, je suis payé par aucune de ces boîtes, d'accord? C'est pour vous montrer que ça existe. Il y en a plein d'autres. J'ai remonté celle-là parce que je les connaissais et qu'elles ne font pas trop de bêtises. Mais donc voilà, il y a tout un tas d'écosystèmes pour se former et pour pouvoir évoluer dans le domaine de la cyber, que ce soit à un niveau professionnel ou à un niveau simplement gérant d'entreprise ou personnel. Et on a des boîtes qui font de la sécu offensive et défensive en France ou en Belgique qui sont vraiment très bonnes dans leur domaine. Si vous subissez une attaque, faites-vous accompagner, c'est-à-dire prenez des gens qui vont vous accompagner sur un plan de relance, qui vont vous accompagner sur la gestion de crise, sur la communication, etc. Ici, on a remonté Quarks Lab, Synactive et Synetis, qui sont des boîtes pas mauvaises dans ce qu'elles font, je pense. Encore une fois, il y en a plein d'autres, je ne suis payé par aucune d'entre elles, c'était pour illustrer. Par contre, très concrètement, pour bien démarrer, vous n'êtes pas pro de la cyber, vous avez une activité, qu'elle soit freelance ou grand compte ou PME, il y a 3 choses qui me semblent intéressantes à faire. La première, c'est le premier lien, encore une fois, vous y aurez accès. Ça vient du CCB, donc c'est en Belgique. Je suis belge, si mon accent ne m'avait pas encore trahi, maintenant c'est dit, qui est un questionnaire auto-évaluant. C'est-à-dire que c'est un questionnaire, on va vous poser des questions, vous répondez à ces questions, et ça va plus ou moins vous permettre de vous évaluer sur votre niveau de maturité cyber et sur votre risque cyber. C'est assez simple, et voilà, à partir de là, en fait, vous savez plus ou moins vous situer par rapport à une norme. Ensuite, il y a l'ANSSI, j'en ai parlé, ils font énormément d'informations, ils publient beaucoup sur quasiment tous les sujets, que ce soit débutants, confirmés, techniciens, non techniciens. Le lien que j'ai précisé ici, c'est un ensemble de guides cyber pour son organisation. Vous allez avoir qu'est-ce que je dois faire en tant que débutant, vous allez avoir comment est-ce que je peux gérer mon Active Directory, qui a un point technique assez précis, comment est-ce que je peux configurer complètement mon serveur SSH, on est encore sur de la technique, mais
cybersécurité. C'est quoi les principales menaces et comment m'en protéger? Ça va être accès débutant pour des gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire cyber ou même IT. Il y a vraiment, allez-y, vraiment, si le sujet de la cyber vous intéresse, quel que soit votre niveau, allez-y, lisez, c'est très bien fait, c'est concis, c'est souvent mis à jour, c'est vraiment une ressource que je recommande beaucoup. Le troisième que j'ai proposé, on retourne sur le CCB en Belgique. C'est un framework cyber. L'ANSSI va sans doute en publier un aussi prochainement, mais je ne l'ai pas encore vu actuellement. Et je trouve celui du CCB pas trop mal. Ou si vous cliquez sur ce lien, on va vous demander est-ce que vous êtes une petite entreprise, une grande entreprise, une moyenne entreprise. Et en fonction de vos choix, en fait, on va vous donner quelques points intéressants pour cadrer la cyber dans votre domaine, en fait. Dire, bah voilà, à votre niveau, ce serait bien de plus ou moins, au moins avoir ça, ce serait très bien d'avoir ceci, etc. Donc, ça va proposer des choses pratico-pratiques. Voilà, plus ou moins. Retenez, vous n'êtes pas seul, il y a des ressources gratuites, publiques, et il y a aussi moyen de se faire accompagner, que ce soit sur de la formation ou sur de la technique et de l'accompagnement, que ce soit sur des attaques en cours, que ce soit sur se protéger sur du long terme et autres. Alors, sur le takeaway, c'est-à-dire que grossièrement, on a beaucoup parlé, on a survolé énormément de sujets. Rappelez-vous, on n'a fait que survoler l'introduction à la cyber. Désolé si on frustre certains, si on n'a pas parlé d'IA, si on n'a pas parlé de tout un tas de choses, mais on n'avait qu'une heure. Et on a vraiment voulu perdre personne et partir de la base pour perdre personne et essayer de brasser un maximum de choses pour que vous puissiez continuer par vous-même si vous le souhaitez. Mais ce qui est pour nous important que vous reteniez, c'est que la cyber, c'est un sujet stratégique à tous les niveaux. Niveau européen, Union européenne, niveau national, la France, la Belgique ou autre, niveau local, niveau humain, pour vous personnellement, qui avez des données numériques, vous utilisez le numérique tous les jours, la cyber, ça vous concerne aussi. Et puis vous, quoi que vous fassiez, que vous soyez dirigeant d'une grande entreprise, freelance ou autre, la cyber, ça doit vous toucher. C'est un enjeu majeur pour les années à venir. On utilise de plus en plus de numérique, c'est vraiment important. Retenez que l'humain est au centre de tout. On fait de l'informatique à la base pour améliorer les conditions de vie humaine, c'est-à-dire informatique, information automatique. Mais ce n'est pas d'un ordinateur pour un ordinateur. À la base, la société, elle n'est pas faite d'ordinateur. Hein. La société, c'est une société humaine. Donc, rappelez-vous que l'humain est au centre de tout et que ce n'est pas forcément des sujets techniques et autres. Et donc, que la cyber ne doit pas être qu'un sujet technique. Il n'y a pas de solution miracle. Un logiciel qui fait tout à 100%, ça n'existe pas. Et vous verrez énormément de commerciaux vous le vendre. Red flag, les gars. Oui, mon logiciel, il fera tout, vous en faites pas. C'est IA, blockchain, mon cul sur la commode, 100% proof. Vous pouvez passer à autre chose. C'est un discours commercial qu'on vous tient et pas un discours qui fait de la cyber. Rappelez-vous qu'être sécurisé, ça ne veut absolument rien dire. Sécurisé par rapport à quoi, dans quel contexte? Il vous faut un modèle de menace si on parle de cyber. Avant de dire c'est sécurisé, c'est quoi ton modèle de menace? Qui est-ce que tu veux défendre? Qu'est-ce que tu veux défendre? Super important. La cyber, c'est un sujet vaste et complexe. Faites-vous accompagner parce que peut-être que, encore une fois, vous gérez 500 piscines à travers un territoire géographique assez grand. La cyber, c'est pas forcément votre cœur de métier, donc faites-vous accompagner. Mais restez maître de la situation. C'est-à-dire que ne déléguez pas 100% en disant « ouais, il y a une boîte qui s'en occupe, c'est pas mon problème ». Vous devez garder à l'esprit que c'est votre problème. Vous pouvez déléguer des opérationnels, vous pouvez déléguer tout ça, il n'y a pas de problème, des choses qui sont à faire. Vous ne déléguerez jamais la responsabilité. C'est votre entreprise, c'est votre responsabilité. Peu importe ce que vous avez fait, c'est vous, au final, qui êtes responsable. Donc, gardez à l'esprit ce qui se passe. Ne dites pas juste « c'est fait par ailleurs, je n'ai pas besoin de m'en occuper ». J'ai remis un lien vers CyberGouv.fr, encore une publication de l'ANSSI, qui est l'hygiène, les mesures d'hygiène de base pour tout un chacun. C'est 42 mesures. Dans 99% des sociétés par lesquelles j'ai pu passer, si ces 42 mesures étaient appliquées, la cyber serait à un niveau incroyable. On serait vraiment à un niveau de maturité énorme. Prenez le temps, qui que vous soyez, peu importe ce que vous faites, personnel ou professionnel, pour lire ces 42 mesures et essayer de les appliquer le plus possible. Avec ça comme base, franchement, vous aurez déjà une petite maturité cyber qui n'est pas dégueulasse.
Et ensuite, il y a vraiment un seul sujet technique sur lequel il me semble important que vous puissiez vous former par vous-même et absolument ne pas le déléguer, c'est le sujet des backups. C'est-à-dire que ne pas savoir c'est quoi un ransomware, connaître le dernier algorithme de chiffrement à la mode et connaître le dernier EDR dans sa moindre configuration, c'est pas votre cœur de métier, c'est tout à fait normal. Par contre, les backups, c'est pas juste j'ai copié mes fichiers sur une clé USB et je peux la remettre et ça va bien fonctionner. Le sujet est un petit peu plus technique, mais s'il y avait un seul point technique sur lequel je vous recommande, qui que vous soyez, de vous former, c'est celui-là. Vous prenez 2 jours, vous payez une formation si vous en avez la possibilité. Faire des backups, ça vous sera toujours utile. C'est un truc que vous ne devriez pas déléguer parce que si vous avez des backups fonctionnels, corrects, et que c'est vous qui les maîtrisez, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous. Les gars, le point important, c'est que ça va peut-être prendre du temps, de l'argent, ça va peut-être très compliqué à traverser, mais vous pourrez redémarrer. Et le fait de pouvoir redémarrer ce que vous faisiez avec vos données, c'est la base de tout. En fait, c'est la step 0, c'est le fait que vous ne mourriez pas demain. Donc, ne déléguez pas ça, formez-vous. S'il y a un seul sujet, formez-vous à ce sujet-là, bien comme il faut, et faites-vous accompagner sur le reste. Et gardez à l'esprit que la sécurité, c'est un processus, c'est pas un produit. L'humain est au centre de tout. Voilà pour moi. Merci Dominique. Du coup, Et vous deux. on arrive sur les questions. Alors, les questions. Alors, j'étais en train de copier vos liens pour les personnes qui voudraient vous suivre. Est-ce que ça, je le ferai après. Je vais d'abord regarder un petit peu. J'ai noté 2-3 questions parce que vu que je savais qu'on allait les prendre à la fin, je savais qu'elles allaient être noyées dans les conversations. Ouais, parce que bien ça sûr. a fait quand même pas mal de petites de conversations et de remarques et aussi de blagues de commentaires. On a essayé de réagir, hein. J'ai bien vu pendant que Ouais. je parlais, Dominique réagissait, moi aussi. Et donc là, par exemple, je vois les derniers trucs, Julien. En effet, avoir des backups, il vaut mieux savoir restaurer des backups. C'est la citation qu'on aime bien, c'est dire genre tant que t'as pas restauré un backup, t'as pas de backup. C'est bien beau de backuper, mais tant que t'as pas réussi une resto au moins une fois, tu peux considérer que t'en as pas. J'avais noté comme question. En fait, c'est vrai que la plupart de celles. En fait, il y en avait, c'était les différences entre cybersécurité et sécurité de l'information au début. Je crois que Kevin qui a répondu plus ou moins en commentaire derrière. La raison principale des cyberattaques en France aujourd'hui, je pense qu'on a fait un peu le tour quand on a discuté ensemble. Est-ce que peut-être. Alors, il y en a qui parlaient de formation en cybersécurité. S'il y en a qui veulent se reconvertir, je crois que vous avez quand même pas mal donné envie à certaines personnes. Je sais pas, il y a Vincent qui disait la cyber, ça a l'air fascinant. Voilà. Ouais. Est-ce Alors, que il y a vous avez soit des formations, soit des ressources un petit peu. Vous avez déjà partagé pas mal de choses. Ouais, surtout pas mal de ressources. Alors, ça dépend aussi si le but c'est d'aller plutôt vers, donc encore une fois, de la GRC ou vraiment du technique, etc. En tout cas, les éléments qui ont été présentés par Dominique, type Hack the Box ou Try Hack Me, c'est des ressources, mais qui sont monumentales. Et tu peux passer 1 an à temps plein là-dessus et t'en apprendras encore. Donc ça, déjà, c'est quelque chose au niveau technique qui est excellent. Pour la partie GRC, je sais pas trop, Dominique, si tu as des ressources à conseiller en particulier. Alors, pour la partie GRC, on va très souvent être sur des organismes certifiants. Le plus connu, ça reste avant tout l'ISO. Les formations ISO 27000, 27001, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, le mot-clé dans les recherches, vous tapez certification ISO 27000 et vous allez avoir toute la partie GRC orientée cyber et sécurité de l'information qui vont revenir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toute une série de sociétés, typiquement HS2 dans celles qui ont été montrées plus haut, qui vont vous accompagner pour vous former sur la norme et pour vous faire certifier à cette norme. Et la GRC va énormément fonctionner de telle façon que vous avez une norme de gestion de risque ISO 27005. En France, vous avez une déclinaison avec la formation IPIOS, peu importe. À chaque fois, en fait, vous avez des normes et vous avez des organismes privés qui vont vous former pour comprendre cette norme, pour l'appliquer et pour présenter une certification à la norme pour pouvoir avancer sur de la GRC. Et moi, j'ai une petite réponse. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais qu'on avait nous, avec Crème de la Crème, on a un partenariat avec Ironhack, qui est une boîte qui forme des devs
ou sur des sujets tech, même sur sur plein d'autres sujets. Et je sais qu'ils ont un bootcamp cybersécu. Alors voilà, à voir ce que ça vaut, mais ça peut peut-être aussi être une entrée intéressante. Kevin, on t'entend pas. Exact, excuse-moi. Je rebondis sur ce que tu disais. En tout cas, donc moi, je dirige une agence de développement. Donc mes collègues, mes collaborateurs, ce sont des développeurs et qui souvent n'ont pas les connaissances de sécurité. Donc en fait, ils font quelque chose, ils n'ont pas idée que ça, on peut le bypasser, on peut passer par ici, on peut faire ci, on peut faire ça. Et donc du coup, j'anime de temps en temps des ateliers, des conférences, etc. justement en disant, tiens, je vais vous présenter cet après-midi 10 failles différentes et de comment est-ce qu'on peut les bypasser, comment est-ce qu'un élément peut être bypassé, comment est-ce qu'il peut être mal protégé. Donc on pense avoir trouvé la bonne solution. Oh, je sais, je vais le protéger comme ça. Et je vous montre qu'on peut encore le bypasser. Puis on essaie encore une autre sécurité, puis après on explique quelle est la bonne solution. En théorie, quelle est la bonne solution pour ça. Le truc simple, c'est genre j'ai un formulaire qui est faillible aux injections SQL. Bon je vais enlever le fait de pouvoir mettre des guillemets dans mon champ. Et c'est cool, on va utiliser des simples cotes et puis ce sera la même problématique. Donc c'est pas interdire des champs, interdire des caractères ou des choses comme ça. Il y a des règles, il y a des choses à appliquer qui sont bien plus intéressantes. Du coup, par rapport à ça, je ne peux que conseiller aux développeurs d'aller voir des conférences, d'aller se renseigner là-dessus. C'est vraiment un moment où on se dit genre, ah mais attends, ça c'est sûr, dans ma vie, j'ai déjà fait cette erreur. J'ai déjà fait un truc comme ça sans jamais me dire qu'on pouvait bypasser. Donc ça, c'est vraiment très important. Et j'ai vu un moment passer dans les messages quelqu'un qui disait il faut arrêter de croire que la sécurité, c'est juste l'histoire de la DSI ou ce genre de choses-là. Je suis entièrement d'accord. La sécurité, elle est partout. Il faut que la DSI, les RSSI, etc., soient capables de vulgariser l'information et soient capables d'onboarder tout le monde. J'avais un prof en cyber qui me disait une fois, il était auditeur, et il me disait quand je viens pour un audit, j'arrive toujours genre 1 heure en avance, je demande à prendre rendez-vous à 14h et j'arrive à 13h. Et en fait, on me laisse toujours rentrer dans les locaux en disant vous patientez ici. Et genre 1 fois sur 2, je me balade dans les bureaux et il y a des post-it avec les mots de passe de tout le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a les post-it avec les mots de passe de tout le monde? Parce que la politique de mot de passe du RSSI, c'est genre mot de passe de plus de 20 caractères qu'il faut changer 1 fois par mois et tu n'as pas le droit d'utiliser les 3 derniers mots de passe, un truc comme ça. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc, en fait, avec une politique de sécurité qui, sur le papier, tu te dis, il n'y a pas plus sécurisé, mais en fait, humainement, elle ne sera pas appliquée. Point. Donc, c'est une histoire d'humain, encore une fois. Et tant que les gens qui sont au-dessus n'auront pas expliqué, je voyais tout à l'heure l'exemple de on met pas dans son ordinateur une clé USB ramassée par terre. Ça, c'est la base. Mais en vrai, celui qui n'a jamais appris qu'il y avait des virus qui avaient pu être transmis comme ça ou quoi, le gars, il arrive, waouh, je viens de gagner une clé USB, waouh, c'est cool. Enfin, je sais pas, c'est des petites choses comme ça. Donc, il faut absolument vulgariser, se mettre à la place des gens, etc. Ça, c'est vraiment la base. Je vais rebondir sur 2-3 petits points. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin. Faites des conférences, il y en a dans tous les sens. Et en plus, si vous êtes un peu plus orienté tech, c'est la saison. La saison va commencer. Si vous êtes sur Paris, alors c'est des assos et encore une fois, je suis payé par personne, hein, on va être très clair. Vous avez la nuit du hack qui s'est retransformée en le hack qui a lieu ici dans pas très longtemps. Vous avez des conférences, vous avez des ateliers, vous avez des workshops, vous avez énormément de sociétés qui sont sur place et qui viennent parler, etc. C'est assez familial, hein. Il y a un endroit pour les enfants, Hack Kids, etc. Vous pouvez découvrir tant de la GRC que de la technique, que du social engineering, tout ça. Vous en avez énormément. Si vous êtes vraiment technicien et que vous voulez aller à fond, toujours en ce moment, là on est du côté de Rennes, vous avez le STIC qui est vraiment, voilà, c'est extrêmement complexe et c'est des sujets de fou. Mais voilà, si vous vous dites, moi, j'ai pas spécialement envie de traverser la France, etc., ces conférences, elles sont très, très, très souvent, comme celle-ci, en fait, enregistrées et redistribuées par la suite. Vous tapez conférence le hack dans YouTube, vous allez en avoir énormément. Si vous parlez bien anglais, vous en avez beaucoup plus qui existent encore. Voilà, il y a énormément de sujets. Après, gardez à l'esprit que la cyber,
C'est extrêmement vaste. Vous voulez vous reconvertir, très bien, mais est-ce que vous voulez vous reconvertir dans de la technique pure? Est-ce que vous voulez attaquer des bits et des bytes et vraiment aller dans le dur? Est-ce que vous voulez plutôt aller sur du pen test à proprement parler, faire des tests d'intrusion, etc.? Est-ce que vous voulez apprendre à sécuriser du code? Est-ce que vous voulez faire de la GRC, de la gouvernance, de la stratégie? La cyber est un domaine à part. C'est pas pour rien si les armées avaient les composantes air, terre, mer et qu'on commence à avoir apparaître une composante cyber en plus. C'est extrêmement vaste et il y en a pour à peu près tous les domaines. Le deuxième point sur lequel je voulais retomber, c'est effectivement l'humain est au centre de tout, on a dit, on l'a répété. Si vous considérez que la cyber, c'est de l'IT, déjà il y a un souci parce que ça devrait être deux départements tout à fait différents, mais enfin on est sur de la gouvernance, peu importe. Si vous considérez que l'humain doit vous obéir parce que vous avez dicté une PSSI qui dit faites pas ci, faites pas ça, vous avez raté votre métier. Je suis désolé de le dire, ça peut être très, très humiliant, très vexant, etc. Mais il faut que les choses soient dites. En fait, vous travaillez pour l'humain qui va produire de la valeur. Vous n'êtes pas là pour lui imposer un truc. Si l'humain, vous lui dites, tu n'as pas le droit d'utiliser ton adresse privée Gmail pour envoyer des informations, mais que vous ne lui mettez pas quelque chose qui permet de faire la même chose, la même facilité, la même façon de fonctionner, il va détourner le système, point barre, d'une façon ou d'une autre. On le voit, les élections américaines avec Hillary Clinton qui recevait ses mails sur sa boîte Gmail plutôt que sur sa boîte Secure. Après, on se dit oui, mais il y a des VIP dans la cyber. Non, c'est pas du tout vrai. Vous avez un problème de sécurité, vous l'avez cerné, et si vous considérez que votre métier c'est de dire faites pas ci, faites pas ça, et que les humains sont bien dociles et doivent y répondre, vous avez fait 10% de votre métier en fait. Vous empêchez à quelqu'un de faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire, certes parce que c'est pas bien. Si vous voulez que ça soit suivi, un, il doit comprendre pourquoi c'est pas bien, ce que ça peut impliquer, et deux, vous devez lui donner une alternative. Combien de personnes se disent ouais, moi je suis dans un lieu sécurisé, j'ai pas le droit, la connexion internet du boulot ne me permet pas d'aller sur le site sur lequel j'ai des informations qui sont utiles. Bon, bah, très bien, je vais désactiver le Wi-Fi, je vais prendre ma 4G, je vais me connecter à ma 4G et je vais aller sur les sites que je veux. Et après, on dit oui, mais c'est pas bien, ça respecte pas la charte. Peut-être, mais tu n'as pas respecté, moi, en tant qu'humain qui produit de la valeur pour la société, en fait. Tu m'as imposé quelque chose que je comprends pas forcément, qui m'empêche de travailler comme je peux travailler. Je suis pas formé, je comprends pas. Ben, bien sûr que je vais d'abord viser à produire mon travail plutôt que de t'écouter. C'est fondamental pour moi d'accompagner vraiment. Les gens doivent être formés quoi qu'il en soit, ils doivent être sensibilisés. Il ne faut pas leur taper dessus quand il faut quelque chose de mail. Si vous faites des campagnes de phishing et que vous convoquez tous les gens qui ont cliqué sur le mail en disant vous êtes vraiment à QI négatif, on se demande pourquoi on vous garde dans la boîte, ça va peut-être pas forcément aider les gens à se sentir impliqués par la Sécu et on va les voir comme vivant dans une tour de verre. J'avais un exemple que je t'avais cité, Dominique, pareil, aux rencontres mondiales du logiciel libre, ça devait être en 2009 ou 2010, il y avait le RSSI de l'université d'Orléans-Tours qui vient expliquer qu'ils ont eu affaire à une grande opération de phishing. Et donc, d'abord, le gars a... les gens à l'origine de l'attaque ont ciblé des attaques, des adresses qui étaient publiques, des adresses qu'ils ont trouvées sur des forums, sur des trucs, tout ça. Mais donc des adresses en @univ-orléans.fr. Et donc du coup, le gars explique, genre voilà, on a eu, je sais pas, 500 personnes qui ont reçu le mail, on en a 50 qui ont cliqué, ça demandait de réinitialiser son mot de passe de la boîte mail, donc en fait, il récupérait l'ancien, machin. Il disait sur les 50, on en a quand même 12 qui étaient des professeurs, dont 4 qui étaient des professeurs d'informatique. Donc comme quoi, c'est pas forcément une histoire de QI, des fois ça peut être une histoire d'inattention, ça peut être une histoire de charge de travail, ça peut être une histoire de méconnaissance, etc. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça peut arriver, mais il faut éduquer, apprendre, et voilà, c'est obligatoire. Je pense qu'on pourrait continuer à en parler pendant des heures, on a déjà un petit peu dépassé de 15 minutes. Moi, je veux bien rester, mais les gens commencent à partir et c'est un petit peu légitime. Clément, je ne sais pas si tu veux un mot ou autre. Bah, je te laisse faire la conclusion. Non, je plaisante, je vais faire la conclusion. Bah oui, je vous laissais parler. Je pense qu'il y a eu plein d'autres questions potentiellement auxquelles on n'a pas répondu. J'étais en train de faire des petits tests, moi, en attendant de logistique. Comment est-ce qu'on pouvait se mettre? Je préfère quand même qu'on est comme ça. Je me remets comme ça. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci à vous deux déjà, dans un premier temps. Pour d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'était vraiment très, très intéressant.
Et puis c'était, alors, Kevin m'avait dit que vous étiez des bons vulgarisateurs. Franchement, moi, je suis pas quelqu'un de tech et j'ai tout compris. Donc c'est chouette. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On est encore une bonne soixantaine. Je crois qu'on a largement dépassé les 100 personnes qui étaient présentes ce midi. Et comme tu l'avais précisé, c'est vraiment une communauté très bienveillante et très intéressante. Donc c'est agréable d'évoluer dans ce cadre-là. Écoute, ça fait plaisir si ça vous a plu. Et puis, pareil, merci pour votre curiosité à tous nos auditeurs. Je ne sais pas exactement comment on dit comme ça. Comme je vous disais, alors j'ai envoyé des slides à un moment. Toutes les slides, j'espère que vous avez récupéré le lien. Dans tous les cas, si besoin, soit vous contactez Kevin, Dominique ou moi, on vous les renverra si jamais vous l'avez perdu. J'ai aussi, il va y avoir un replay qui va vous être envoyé automatiquement par mail. Je vous renvoie aussi un petit Typeform qui est juste une petite. Moi, ça me permet d'améliorer les prochaines. Il y a 3-4 questions qui est pour vous demander si ça prend vraiment 1 minute pour vous demander ce que vous avez pensé de ce petit webinar. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Dominique, tu as quelque chose à dire? Dominique, je ne l'avais pas vu, excuse-moi. Pas de souci. Une dernière petite chose, si ça intéresse certains d'entre vous de faire, en tout cas pour moi, pour les autres, je ne sais pas, pour Kevin et Clément, je ne sais pas, si vous voulez faire 2-3 retours, je suis assez preneur en fait de dire là c'était trop vite, là on n'a pas bien compris, là ça manquait. Voilà, moi je suis assez ouvert aux échanges. Logiquement, on a laissé de quoi nous contacter. N'hésitez pas, pour ma part en tout cas, je suis preneur de vos réactions. Moi le but c'est de m'améliorer. J'aime bien partager, mais si vous avez des critiques qui me permettent de m'améliorer, n'hésitez pas. Et si vous voulez échanger de façon générale, n'hésitez pas. Ça me ferait bien plaisir. Désolé Clément, je t'ai écouté. Il y a aucun problème. Écoutez, c'est le mot de la fin du coup. On va éteindre ce live du coup. Je pense que si vous avez des choses à dire, allez directement sur les liens. Vous pouvez regarder dans le chat. J'ai mis les liens donc Dominique Bleus et de Kevin Descoubes que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, etc. Vous pouvez aussi répondre à mon formulaire de feedback. Comme ça, je vous enverrai les réponses qu'il y a eu. Je ferai un petit retour sur tout ça. Super, merci. Et puis voilà, mais encore merci. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé comme moi. Et puis bon après-midi et à bientôt. Ça marche, à bientôt.